Au sommaire de Méditerranéo aujourd'hui, retour à Athènes, théâtre des Jeux Olympiques d'été de 2004, un événement dont les Grecs n'ont pas fini de payer la facture. Nous retrouverons d'autres Grecs en Camargue. Émigrés au XIXe siècle, leurs descendants y cultivent toujours le sel. En Sardaigne, partez à la découverte d'Orgosolo. Les peintures murales de ce village en font un musée à ciel ouvert. Et pendant ce temps, d'autres sont oubliés, c'est ce que nous verrons au Caire en Égypte dans notre séquence Mémoire au musée de l'agriculture. Près d'un siècle et demi après avoir accueilli les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, en 2004, la Grèce a eu à cœur d'organiser des Jeux grandioses pour leur retour à Athènes. Stades en marbre, piscines, village olympique, rien n'était trop beau. Une facture de plusieurs milliards que les Grecs paient toujours, une dette parmi les autres qui a contraint à l'abandon de nombreux sites trop chers à entretenir. Reste que ces Jeux ont tout de même accéléré la modernisation des infrastructures de la capitale grecque. Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce stade aux allures de terrain vague a accueilli en 2004 et en Mondovision le tournoi olympique de baseball, un sport plus que confidentiel en Grèce. Aujourd'hui, seuls quelques coureurs à pied profitent de cet héritage olympique. Ce n'est pas seulement ce stade qui a été abandonné après les Jeux. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'installations à l'abandon. C'est triste de voir ça. À Ellinikon, au sud d'Athènes, près de l'ancien aéroport, plusieurs installations sont dans un état végétatif. Au nord-est de la ville, le complexe olympique fait meilleure figure, à une notable exception près. Ce plongeoir extérieur symbolise à lui seul le gâchis des Jeux d'Athènes. Construit dans un couloir très vanté, il n'a même pas pu servir pendant les compétitions olympiques. C'est pourtant en plongeon que la Grèce, avec Thomas Bimis et Nikos Siranidinis, remporte l'une de ses 6 médailles d'or. Pour l'instant, les Grecs dominent et sont en supériorité numérique. Et elle marque grâce à Evangela Moraitidou. Les poloïstes remportent la médaille d'argent du tournoi féminin. Près de 14 ans plus tard, Evangelia Moraitidou retrouve avec plaisir les bassins olympiques entretenus à grands frais. Au contraire de celles de baseball, de badminton ou de tennis de table, c'est l'une des installations sportives de 2004 encore en fonction. Peut-être que les responsables ont construit beaucoup d'installations, même pour des sports que l'on ne pratique pas ici. Mais en Grèce, nous aimons les sports aquatiques. Nous aimons la natation, nous adorons le water-polo. C'est très important pour nous d'avoir des installations pour nous entraîner et pour que les jeunes puissent venir vers ces sports et s'entraîner eux aussi. Le 13 août 2004, Athènes fête avec faste le retour des Jeux Olympiques sur leur terre d'origine. 70 000 spectateurs pour acclamer les athlètes de 200 délégations. Parmi eux, ce soir-là, Evangelia Moraitidou, la poloïste, et la gymnaste Eirini Aindili. Je ressens une grande émotion. Ce stade était plein le jour de l'ouverture des Jeux. C'était une émotion unique pour nous. D'abord parce que l'on allait participer aux Jeux Olympiques, ensuite parce que la Grèce, notre pays, organisait les Jeux. Les jeunes ont trouvé en nous leur modèle. Nous étions à côté d'eux, en chair et en os. Je me souviens, quand j'étais jeune athlète, mon modèle était une gymnaste ukrainienne. Maintenant, les jeunes ont des modèles grecs. Une fierté nationale, un élan pour le sport, mais à quel prix ? Pour de nombreux observateurs, les Jeux auraient précipité la Grèce dans la crise économique.
Le budget initial de 4,5 milliards d'euros aurait grimpé à 11 ou même 20 milliards. Et aujourd'hui encore, toujours impossible de connaître le montant de la facture. On me pose très souvent la question « Combien ont coûté les Jeux Olympiques ?» Je réponds qu'on ne peut pas savoir jusqu'à combien on va arriver, puisqu'aujourd'hui, on est toujours en train de payer. Ce soir-là, la salle de basket du complexe olympique s'apprête à accueillir une rencontre d'Europa League entre le Panathinaïkos et Malaga. 2 clubs athéniens sont résidents ici, ce qui permet la rentabilité de l'installation. C'est l'une de nos meilleures salles qui continue à fonctionner et qui rapporte de l'argent. C'est presque 1 million d'euros par an pour le basket. Il y a également d'autres activités dans cette salle. On la loue pour des spectacles de cirque, des concerts, alors elle rapporte toujours de l'argent. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage des Jeux Olympiques ? Si certaines installations sont à l'abandon, le visage de la capitale grecque a été profondément modifié. Certains équipements sont réutilisés, comme ici le Centre international des médias, reconverti en centre commercial. Des gymnases ont été transformés en théâtre, bureaux ou studios de télévision. Les JO ont également permis d'accélérer les travaux d'équipement. Métro, tramway, autoroutes de contournement, nouvel aéroport, des investissements gigantesques financés en partie par l'Union européenne, avec des surcoûts nombreux liés au retard d'exécution. Secrétaire général du ministère des Travaux publics de 1996 à 2004, Georges Ganotis était l'homme clé de ces chantiers. Il tire aujourd'hui un bilan globalement positif. Si on estime la qualité de vie, c'est seulement des avantages. Si on estime seulement la côté financière des Jeux Olympiques, c'est vraiment négatif. Mais dans la vie, dans l'avenir d'un peuple, il faut mélanger ces deux qualités financières. On ne peut pas travailler toujours pour la côté finance de l'État. Les organisateurs, poussés par le Comité international olympique, ont-ils dépassé les bornes ? C'est la question que nous avons posée à Tassos Epitropou sur la ligne de départ du marathon. Journaliste à la radio publique grecque, il a couvert les Jeux de 2004. Et il se souvient parfaitement de la construction de 24 nouvelles infrastructures sportives à cette occasion. Nous aurions dû faire attention. Prendre exemple sur Sydney, qui avait organisé les Jeux Olympiques en 2000, et construire, comme eux, des installations légères, provisoires. Nous, en Grèce, nous avons construit avec beaucoup de béton. Finalement, en montrant ce qu'il ne fallait pas faire, nous avons certainement aidé Londres et Rio à faire des économies. Du 13 au 29 août 2004, Athènes et la Grèce ont attiré les regards du monde entier. Il reste aujourd'hui des souvenirs, des équipements publics, un héritage parfois lourd à porter et une facture toujours pas soldée. Le village de Salins de Giraud, en Camargue, abrite une histoire méconnue, celle d'ouvriers étrangers fuyant la guerre ou la misère venus travailler dans l'industrie du sel au XIXe siècle. Parmi eux, des pêcheurs grecs originaires de l'île de Kalymnos. Aujourd'hui, leurs descendants ont à cœur d'entretenir cette mémoire. En Camargue, des milliers d'hectares sont consacrés à la culture de l'or blanc. Un précieux condiment né de la mer, du soleil, du mistral et du savoir-faire des sauniers. Comme son père et son grand-père avant lui, André Ypsilanti parcourt quotidiennement depuis 40 ans
ces vastes étendues pour observer la formation du sel et entretenir les tables salantes. Moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé le Salin. Voilà, je venais me promener sur le Salin. J'étais attiré par le sel, par ce Salin, hein, et je savais où j'allais faire mon avenir. Voilà. Je ne pouvais pas travailler dans un bureau ou dans un atelier. J'avais besoin de cette liberté, d'être en contact avec la nature et être surtout en contact avec l'eau et le sel. Il y a plus d'un siècle, en même temps que d'autres étrangers, la famille d'André, des ouvriers grecs originaires de l'île de Kalymnos, arrive à Salins de Giraud pour ramasser le sel. Peu à peu, une communauté orthodoxe s'organise autour de ses racines et de sa religion, jusqu'à construire sa propre église. Il y a eu beaucoup de souffrances. À l'époque, c'était ça à l'étranger, vous venez manger le pain des Français. Et petit à petit, de génération en génération, les Grecs se sont beaucoup intégrés au village. Le village de Salins de Giraud est né en 1856 d'un projet industriel tourné vers le sel, conduit par Henri Merle, fondateur de l'entreprise Péchinet. On fait alors appel à la main-d'œuvre étrangère. Les ouvriers logent dans des bâtiments dortoirs ou des cabanes de gardiens. C'était un confort très rustique, oui. C'était très modeste, c'était pour les ouvriers. Côté Péchinet, c'était surtout les émigrés qui venaient, arméniens, grecs, russes, qui venaient y loger. Ma grand-mère elle-même a accouché dans des maisons de gardiens. Les sages-femmes se déplaçaient dans ces maisons-là. Et on me racontait que le sol était en terre battue. Voilà, et c'était encore la lampe au pétrole. Donc c'était vraiment... Mais ça fait partie de notre histoire, ça me touche. Et quand je regarde cette maison, je me dis c'est dommage même qu'on ait rasé les autres. « 40 ans plus tard, en 1895, l'usine Solvay s'installe à son tour. Elle produit de la soude à partir du sel de Péchinet, destiné notamment à la fabrication du savon de Marseille. Pour retenir ses ouvriers sur cette terre infestée de moustiques, Solvay développe le paternalisme. Des logements inspirés des corons du Nord, une école, un bar, un hôpital, un cinéma, un stade. 2 zones s'organisent, le quartier Solvay et le quartier Péchinet, où la vie s'écoule entre culture camarguaise et tradition de chaque communauté. Là, on va se faire un apéro à la crèche, un verre de ouzo. Un siècle après, la communauté grecque de Salins de Giraud se retrouve régulièrement pour faire revivre le passé. Allez, hop, hop. Allez, je vais te chercher de loin, André. Et aux anciens. Ma mère nous a souvent raconté, quand elle était enfant, à Kalymnos et dans les îles autour, le repas de la journée, c'était une tomate coupée dans un bol. Chacun avait un crouton de pain, comme ça, même pas. Et il mangeait son bout de tomate, il trempait dans le jus, c'était le repas de la journée. Et quand elle est venue en France, la première chose qu'elle a demandé, parce que là-bas il fuyait la famine, est-ce qu'il y a à manger en France? Il y a à manger, alors c'est un bon pays. Salins de Giraud, c'est un bon pays. En plus, il y avait le soleil, il y avait la mer, ça leur rappelait la Grèce. Ils n'étaient pas obligés de partir de l'autre côté de la Terre, en Amérique ou en Australie. Le wagon sortait de l'usine Solvay, passait par l'avenue Joseph Imbert derrière, rentrait dans l'usine des Salins du Midi. Cité pionnière et prolétaire, Salins de Giraud a grandi avec des vagues successives d'ouvriers venus des 4 coins d'Europe. Malgré des conditions de travail particulièrement difficiles, beaucoup ont trouvé sur cette terre camarguaise leur nouvelle patrie. En Camargue, malgré les épreuves, le sel, la nature et l'homme resteront toujours étroitement liés. La Sardaigne, une terre riche de contrastes,
Outre les plages, les paysages, l'histoire et la culture ont de quoi éclairer les imaginations. Si les sites archéologiques figurent au premier rang des lieux les plus visités de l'île, les peintures murales connaissent aussi un vrai succès populaire, comme à Orgosolo, la capitale du muralisme italien. Orgosolo, village au perché de la Barbagia, dans la province de Nuoro. Sa situation géographique au pied du Monte San Giovanni et du Monte Fumai le compare souvent à un nid d'aigle ou à une forteresse. Un paradis vert, un cas unique en Sardaigne. Forcément, ici, l'agriculture tire profit de ce fabuleux potentiel naturel. Elle constitue l'une des principales ressources économiques du village, mais peu à peu le tourisme se positionne comme une activité majeure. Son atout, les peintures murales, autrement dit des fresques de grande dimension réalisées sur des murs. Un vrai patrimoine artistique qui chaque année attire plusieurs milliers de visiteurs venus du monde entier. On parle de 150 000 visiteurs chaque année. Et sont beaucoup pour un village qui a seulement 4 300 habitants. Curieusement, il a fallu attendre près d'un demi-siècle pour voir les murales susciter autant d'intérêt. L'histoire commence à la fin des années 60 quand un groupe anarchique milanais nommé Dioniso engage une action de propagande contre l'État italien pour dénoncer l'abandon de la Sardaigne. Le mouvement se matérialise par la réalisation d'une peinture murale, une première à Orgosolo. Ils avaient fait deux petites peintures murales dans les murs du village. Un peu tout le monde, il était content de tout ça, les gens du village. Quelques mois plus tard, la population orgosolaise s'élève à nouveau face à l'État italien qui menace la commune d'expropriation au profit de manœuvres militaires. Après plusieurs jours d'un bras de fer tendu, Orgosolo obtient gain de cause, la communauté le fait savoir à travers une représentation murale, les prémices d'une tradition muraliste. Au cours des années 70, pour honorer la résistance et la libération de l'Italie du nazifascisme, le professeur Francesco Del Casino incite ses jeunes élèves à célébrer l'événement par des œuvres murales. Les peintures passent alors du statut d'anecdote à celui de phénomène insulaire. Teresa Pod, diplômée à l'école d'art, faisait partie de ces artistes peintres nouvelle génération. Aujourd'hui encore, elle voue une passion sans limite à ce travail artistique. Pour nous, les murales sont devenus un moyen de communication de masse. Au début, on dessinait pour nous et pour notre communauté. Plus tard, ceux qui venaient à Orgosolo ont appris à nous connaître. Désormais, plus de 400 fresques ornent les façades du village. Les thèmes sont variés, social, politique, économique. Une histoire tumultueuse qui, dans les années 60, a aussi inspiré le grand cinéaste italien Vittorio De Sitta. Depuis, la ville s'est donc réinventée. Les murales constituent un spectacle exceptionnel. Ils contribuent considérablement à la promotion de la culture de la commune et de la Sardaigne en général. D'autres villages cultivent aussi ce travail artistique autour de thématiques d'intérêt plus global et international. On sent aussi qu'il y a vraiment une réécriture personnelle du coup. C'est vraiment les proportions qui sont un peu bizarres de prime abord. Et le fait de redécouvrir ça justement avec le dessin de quelqu'un d'autre, avec le dessin justement d'artistes, leur propre vision, visible sur les murs. Je trouve que la ville possède quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, chaque œuvre raconte une histoire, ça vaut vraiment le coup de découvrir ce travail. Les visiteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Au cœur du village, en toute discrétion, Maria Giovanna Corda perpétue une autre tradition. Elle confectionne des écharpes en soie pour costumes féminins par l'élevage du bacco da seta, le ver à soie. Le cas est unique en Sardaigne. Au rythme de quelques unités par an, la tisserande prolonge un savoir-faire ancestral
bien plus qu'une activité, un art. Moi, aujourd'hui, je fais ce travail par passion. C'est une tradition familiale. Nous sommes tisserandes de mère en fille depuis 200 ans. Au rez-de-chaussée de sa maison, un micromusée nous rappelle que Maria Giovanna est la sentinelle d'une filière qui a fait l'histoire de la Sardaigne. Nous n'avons aucune aide financière dans notre métier. Une subvention de l'État pourrait permettre aux jeunes de se lancer. Le métier de tisserand n'attire pas les jeunes car les retombées économiques sont faibles. La région sarde devrait investir. Un atelier comme le mien ne coûte pas très cher. 20 000 € par an sont suffisants pour l'entretenir, pour partager, enseigner et préserver ce métier d'art. Ad insegnarla e a non perderla. Orgosolo, c'est une invitation au voyage dans le temps. Un vrai musée à ciel ouvert. Les murales constituent une composante essentielle d'un patrimoine culturel exceptionnel qui, ici, à Orgosolo, émerveille les voyageurs du monde entier. Inauguré en 1938, le musée de l'agriculture du Caire retrace l'histoire des paysans égyptiens de l'Antiquité à nos jours. Monumental mais méconnu, en 2003, certains craignaient qu'il ne tombe dans l'oubli. Notre séquence mémoire l'en fait sortir. C'est un endroit calme et ombragé, comme il en existe peu au Caire, presque un village dans la ville. Sur près de 12 hectares, 5 pavillons relatent le développement de l'agriculture des pharaons jusqu'à nos jours. Le vieux musée, colossal, magnifique et poussiéreux, d'une indescriptible richesse, n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Sa naissance même est déjà toute une histoire. Le premier qui a eu l'idée de faire ce musée de l'agriculture, c'est le roi Fouad. C'était en 1928. Il est parti en voyage en Hongrie et là-bas, il a été particulièrement séduit par leur musée agricole. C'était alors le tout premier au monde. Quand il est rentré en Égypte, il a voulu offrir à son pays la même chose. Le premier pavillon fut inauguré en 1938 dans un des palais de la princesse Fatma Ismaël. Quelques-uns de ses trésors, peintures, statues royales sont désormais exposés dans un nouveau musée dédié, lui, aux beaux-arts. Car depuis sa création, le musée de l'agriculture n'a eu de cesse de s'agrandir. En 1993, un espace immense, encore une fois, est consacré à l'Égypte ancienne, à l'invention de l'agriculture et des toutes premières techniques d'irrigation sur les bords fertiles du Nil, sous l'œil attentif des dieux et des rois. Cette partie essentielle de l'histoire du pays, beaucoup de petits kérotes l'ont apprise ici. Un des plus grands écrivains égyptiens, Gamal Ritani, a été un de ces enfants-là. Son père était ouvrier au musée. Gamal revient souvent déambuler à travers ses collections préférées, la Haute Égypte des années 20, à travers son passé aussi. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, rien n'a changé. Dans aucune des pièces du musée, je retrouve ces mêmes objets symboliques du quotidien des Égyptiens sur les bords du Nil et dans les terres. Quand je venais enfant, j'imaginais que tous les personnages allaient me parler. Alors l'écrivain a fait parler les statues dans ses romans. Dans le livre des Méditations, il raconte toutes ses journées au musée avec son père, journées de rêverie et d'apprentissage de sa culture et d'une Égypte qui n'est plus tout à fait la même. Naturellement, à chaque étape de sa vie, on peut redécouvrir le musée. Ce ne sont pas seulement les souvenirs d'enfance qui me font venir ici. Je voulais surtout approfondir et comprendre des aspects disparus de la vie des Égyptiens.
Par exemple, certains types de poissons du Nil, certaines sortes de pain, l'attelage de la mariée. Tout cela a disparu. Le Muséum français d'histoire naturelle s'intéresse de près à ce lieu méconnu du Caire. Plusieurs projets de coopération sont en cours. Gamal Ritani dit souvent qu'il y a là tout le patrimoine de l'Égypte, toutes ses racines, tous ses mystères. L'écrivain espère voir un jour son musée échapper à l'oubli. Méditerranéo est terminé pour aujourd'hui. De nouvelles découvertes dans un prochain numéro. À bientôt.